La Commission électorale nationale indépendante a clôturé jeudi ses journées portes ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral. Les membres du gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement ont reçu les assurances de la centrale électorale sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Les épreuves de hors-session des examens d'État auront lieu ce lundi 8 mai sur toute l'étendue du territoire national. Occasion pour le parent rapproché ce vendredi de dénoncer un phénomène appelé frais de suivi, à suivre dans ces journaux. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Très préoccupé par la situation des grogne sociales qui prévaut ces derniers temps à l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui ce jeudi 4 mai à la primature les deux ministres sectoriels ainsi que leurs collègues du budget et des finances pour étudier à fond cette question en vue de trouver des solutions escomptées. Les détails de Patrick Lumbala. En sa qualité du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde n'entend ménager aucun effort pour que les enseignants de l'EPST, notamment ceux appelés à prester lors de la passation des différentes épreuves, ainsi que les professeurs d'université, soient mis dans les meilleures conditions. Le Premier ministre a donné des instructions au cours de cette réunion pour que tout soit mis en œuvre dans le seul but de rencontrer les préoccupations des enseignants et des professeurs. Vous avez suivi déjà que les inspecteurs qui ont décrété la grève et qui s'apprêtent à boycotter les épreuves certificatives et même tous les autres enseignants pour les engagements d'avril ainsi que les primes d'encadrement de la paye pour les cas de l'agent des services centraux. Nous venons donc de faire un tour de réseau autour du Premier ministre et il a été décidé qu'un cadre de concertation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques, d'INACOP, inspection, ainsi que le secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents. Et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paye régulière de tout ce qui a été convenu dans la mesure du possible. Même son des cloches du côté de l'enseignement supérieur et universitaire où une solution est envisagée pour rencontrer les revendications des professeurs. Il nous a donné des instructions de pouvoir respecter nos engagements. Pour ce qui concerne le professeur par exemple, c'est les 50% pour lesquels on s'est convenu. Et donc, le ministère des Finances va devoir faire un geste pour rencontrer les revendications des professeurs, en tout cas pour ce qui concerne le mois d'avril. Cette réunion a également connu la participation du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ainsi que les vice-ministres du budget et de l'EPST. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé jeudi ses journées portes ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral. Pour cette dernière journée, ce sont des membres du gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement qui ont reçu les assurances de la centrale électorale sur la tenue des prochaines élections dans le délai constitutionnel. Devant le Conseil supérieur de la magistrature, des députés et sénateurs et des membres du gouvernement, Didi Manara, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a représenté Denis Kadima, président de cette institution, a profité pour éclairer la lanterne de l'assistance sur la nécessité de préserver la stabilité du pays à travers la tenue des bons scrutins, des scrutins qui devront se tenir dans les délais constitutionnels. Que les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre de cette année. Et lorsque vous prenez vos calculatrices, il nous reste 231 jours. Et que dans 51 jours, c'est-à-dire le 25 juin, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. Indiquant les orientations relatives au déroulement de cette activité, le rapporteur adjoint Paul Mouindo a précisé que la Commission électorale nationale indépendante est en train de matérialiser le 4e axe de son plan stratégique et opérationnel qui consiste à construire une nouvelle culture d'inclusion pour garantir la transparence dans le processus électoral en cours. Pour sa part, le questeur adjoint Sylvie Birembano Baloumé a mis en avant l'exécution du calendrier de la CENI, rendu public le 26 novembre 2022. Pour la crédibilisation des opérations électorales, la CENI, par son président Denis Kadima Kazadi, a jugé mieux de mettre
toutes les parties prenantes au parfum de ce travail d'audit interne du fichier électoral, en attendant sa certification ultérieure par l'audit externe. Pour rappel, la centrale électorale s'est fait le devoir d'ouvrir ses portes aux différentes parties prenantes au processus électoral en vue d'échanger avec elles sur l'opération de la réforme du fichier électoral. L'occasion leur a été donnée de visiter le Centre national de traitement pour être au cœur de ce qui s'y fait. Collectivement, les visiteurs de la CENI ont loué le travail qui s'effectue via des techniques requises en vue d'extirper les éléments inappropriés pour rendre fiable le fichier électoral. Ces journées portes ouvertes avaient été lancées depuis le 25 avril 2023. Et puis le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, a annoncé le jeudi à l'intention des entreprises concernées par la sous-traitance qu'une équipe d'inspecteurs est déjà déployée sur le terrain en vue de mener les opérations de contrôle. Suivez. Mesdames et messieurs, après avoir mis en perspective la nouvelle vision devant désormais réguler les secteurs privés de la sous-traitance, un contrôle va suivre pour garantir que les mesures particulières ici annoncées sont de strictes applications. Ces contrôles commencent dès ces jours. Notre équipe d'inspecteurs préparée à cet effet sera déployée sur terre. Nous demandons pour cela aux acteurs des sociétés concernées de s'y préparer utilement en se conformant d'ores et déjà aux mesures que nous venons d'annoncer. Nous comptons sur la bonne collaboration de tous et les y appelons vivement. Ceci dit, il ne reste plus qu'à demander aux sous-traitants, particulièrement à notre jeunesse, de s'approprier de cette sous-traitance pour en faire le vrai bras armé de l'économie de notre nation. L'heure est arrivée d'accéder à la sous-traitance. Les chefs de l'État vous donnent l'occasion d'accéder au marché. Saisissez la balle au bond, car c'est maintenant ou jamais. Soutenons la sous-traitance pour booster l'économie nationale en vue de créer de la richesse pour les Congolais. Voilà les défis que l'ARSP s'engage à relever ensemble avec les entrepreneurs congolais en général et la jeunesse congolaise en particulier, à savoir devenir créateurs de richesses pour nos populations. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la sous-traitance en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Un élu national vient de déposer à l'Assemblée nationale une question orale avec débat à l'intention du ministre de la Santé publique sur la persistance du test Covid-19 pour tout voyageur qui prend son vol au départ ou à destination de la RDC alors que la situation est déjà maîtrisée et que cette maladie ne représente plus un grand danger. Le détail de Kasuyanga. Cet élu du peuple attend une réponse du ministre de la Santé publique et précisément des explications sur l'usage et la destination des recettes provenant de ces tests, ainsi que sur son maintien dans les aéroports du pays. Pour lui, cette situation perturbe sérieusement la mobilité aérienne dans le pays. Test Covid, oyo bazali kosenga bana mboka, po obima mboka, po tozonga mboka. Les tests Covid est exigé à toute personne désireuse d'effectuer un déplacement tant à l'interne qu'à l'externe. Cependant, les tests PCR coûtent énormément à la population congolaise, alors que l'OMS a déclaré le Covid-19 comme une maladie dont l'effet est similaire à la grippe. C'est pour cette raison que nous observons l'allègement des mesures barrières. Partant de cette déclaration-là, geste barrière et les ressources il n'y a plus de tests Covid. Il estime que le Covid-19 est considéré désormais comme une grippe ordinaire et de ces faits a été retiré par l'OMS de la liste de problèmes de santé publique. Et puis la République démocratique du Congo assiste depuis le 2 mai aux assises du 11e sommet sur l'accord 4 d'Addis Abeba qui se clôture le 6 mai prochain à Bujumbura au Burundi. Présent à l'ouverture de la réunion ministérielle des mécanismes de suivi de cet accord, Antipas Mboussania Moussi, ministre d'État en charge de l'intégration régionale, a dénoncé la violation du dit accord. C'est suite à l'agression injuste dont est victime la RDC face au Rwanda, un des pays signataires.
À travers le mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région de Grand Lac, plusieurs pays africains signataires s'étaient engagés à ne pas s'ingérer dans les affaires des États voisins, moins encore à soutenir, ni de près ou de loin, les groupes armés. Ils étaient plutôt appelés à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres, sauf qu'actuellement, la RDC subit injustement l'agression de son pays voisin, le Rwanda, via le groupe terroriste M23, des surcroît signataires du dit accord. L'occasion pour le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mboussania Mouissi, de dénoncer lors de ses assises ministérielles la violation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Comment devrait-on comprendre que ce soit exactement le moment où la RDC assume la présidence tournante de cet accord, qu'elle soit injustement agressée par un État membre bien identifié, violant l'engagement régional numéro 3, avec un motif fallacieux de révisionnisme et du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, principe fondateur de notre organisation continentale, l'Union africaine. D'autre part, la communauté internationale s'était engagée à veiller à sa mise en œuvre. C'est ce qu'a rappelé un jour plus tôt l'ouverture de cette assise ministérielle des représentants de l'ONU au Grand Lac. Nous avons eu une discussion très cordiale, mais avec un échange très direct, très franc. Effectivement, je suis d'accord avec tous les membres de la délégation congolaise pour dire qu'il est temps de réfléchir sur une meilleure mise en œuvre effective de l'accord cadre d'Addis Abeba, des engagements qui revient aux uns et aux autres. Pour rappel, l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé en février 2013. C'est dans l'objectif notamment de permettre à la RDC de promouvoir le développement économique et la réconciliation nationale. Et puis dans le reste de l'actualité, invité cette semaine par la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles et Développement durable de l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations liées à son secteur, la directrice générale de l'Office national du tourisme, Jolie Yombo, en a profité pour plaider auprès des parlementaires pour l'accompagnement du secteur touristique. On l'écoute. L'audition d'aujourd'hui était basée justement sur les réponses des différentes questions posées par les membres, les honorables députés membres de la commission, et nous avons essayé tant soit peu de répondre à ces différentes questions, du moins de ce qui concernait l'Office national du tourisme, et nous avons bien sûr profité aussi pour déposer notre plaidoyer, parce que l'Office national du tourisme est appelé à faire la promotion et le développement du tourisme sur l'étendue de la République, et nous rencontrons quand même pas mal de problèmes sur terrain, et donc aux honorables députés nous demandons un accompagnement soutenu pour la réalisation de l'objet social de l'Office national du tourisme dans les années et les mois qui arrivent. La Direction générale de la dette publique a publié son 16e numéro du bulletin statistique. Ce document de 34 pages présente les données chiffrées de la dette publique intérieure et extérieure de l'administration centrale de la République démocratique du Congo au 31 décembre 2022. Ces données concernent d'une part les engagements au titre de la dette publique intérieure, constitués des arriérés budgétaires et de l'émission des titres publics, d'autre part ceux de la dette publique extérieure, constitués des dettes dues aux créanciers non résidents. Pour ce qui est de la dette publique intérieure, son encours s'élève à 3,8 milliards de dollars américains, dont les arriérés budgétaires à plus d'un an couvrent 3,6 milliards de dollars américains, et ceux des titres publics indexés fixés à 222 millions de dollars américains. L'encours de cette dette publique représente 6,48% du produit intérieur brut. S'agissant de la dette publique extérieure, son encours s'est évalué à 5,6 milliards de dollars américains, dont la dette courante disposant d'un échéancier se chiffre à 5 millions de dollars américains, et celle des arriérés techniques à 157 millions de dollars américains. Cette dette publique extérieure est exclusivement contractée auprès des institutions multilatérales, avec 74,14% de cet encours, des partenaires bilatéraux avec 23,18% et des autres créanciers avec 2,68%. Elle représente pour ainsi 9,54% du produit intérieur brut. L'encours de la dette de l'administration centrale de la République démocratique du Congo, chiffré à 9,4 milliards de dollars américains en 2022, représente 16,027% du produit intérieur brut, soit une hausse de 1,1% par rapport à 2021, dont l'encours de la dette s'est noté à 7,3 milliards de dollars américains,
soit 14,91% du produit intérieur brut. Et puis les comptes bancaires de 30 agents du ministère du Budget et celui de Finances ouverts à la FBN Bank ont été gelés par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe jusqu'à nouvel ordre, une décision qui intervient quelques jours après le rapport de l'inspection générale des finances sur le dit du fichier de paie des agents et fonctionnaires de l'État. Au total, 30 comptes bancaires des agents du ministère du Budget et celui des Finances ont été gelés par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cela suite au récent rapport de l'inspection générale des finances sur l'audit du fichier de paie des agents et fonctionnaires de l'État qui a estimé le manque à gagner mensuel pour l'État à près des 149 milliards de francs congolais. La somme totale gelée est estimée à 208 264 $70 américains. Pour rappel, selon le rapport de l'inspection générale des finances, certains agents et fonctionnaires du budget et des finances intervenant dans les circuits de la paie et profitant de cette position se font octroyer des rémunérations dans les administrations autres que leurs services. À ce sujet, l'officier du ministère public a rappelé que la non-application de cette décision exposera à coup sûr la FBN Bank à des ennuis judiciaires. Le malformation congénito-cardiaque à Kinshasa est un véritable défi sanitaire pour plusieurs familles. Les experts approchés ce vendredi par nos reporters ont détaillé la question et souligné l'importance de la prise en charge de ces malformations qui est généralement coûteuse. Propos recueillis par Philo Chiloba et Pichundita. En effet, il y a 39 000 enfants nés chaque année en République démocratique du Congo avec une malformation cardiaque, dont seulement 4 000 vont survivre l'âge de 18 ans. Donc le problème est réel. L'objectif le plus important, c'est de capaciter notre staff congolais pour que ces problèmes de malformation cardiaque puissent être résolus dans le futur par les médecins et les infirmiers et les perfusionnistes, etc. congolais. Ailleurs, aux États-Unis et au Canada, ces chirurgies peuvent coûter au-delà de 100 000 et 200 000 $ américains. En Europe, c'est au-dessus de 80 000 $ américains. Donc, ce sont des chirurgies qui coûtent vraiment cher. Les malformations de cœur, pour les adultes et les enfants, c'est différent. Les adultes sont nés avec un cœur normal et à cause de l'hypertension, cholestérol, etc., ils développent les problèmes. Mais l'anatomie du cœur est normale. Pour les enfants, les problèmes commencent quand maman est enceinte. Par exemple, si il y a une division avec cœur gauche et droite, quand la division commence, c'est possible dans la dernière étape, ça arrête et vous avez formation d'un trou en haut ou en bas. Il y a les vaisseaux ça divise dans deux parts, mais divise pas ou divise bizarre qu'une vaisseau est très grand, par exemple l'aorte, et une vaisseau est très petit parce que le valve est serré. Il y a beaucoup de types de problèmes, malformations pour les enfants qui existent depuis la naissance. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal. Lundi 8 mai prochain se tiendront les épreuves de hors-session des examens d'État. Occasion pour le parent de dénoncer un phénomène répandu appelé frais de suivi. Les Quinois approchés ce vendredi ont condamné ce système tout en demandant au ministère de l'EPST de mettre fin à cette pratique honteuse. Claude Kungu et Petit Tita pour le reportage. À quelques jours des épreuves de hors-session pour les élèves finalistes, quelques parents rencontrés déplorent et condamnent un phénomène instauré par plusieurs écoles, communément appelé frais de suivi. Ils demandent par ailleurs aux autorités congolaises et principalement au ministère de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique EPST d'empêcher cette mauvaise manière qui détruit l'éducation nationale. Préfet, il y a des écoles, le chef d'établissement nous rend un très mauvais service. Les parents se démêlent pour payer les frais scolaires de leurs enfants. Mais au final, ils leur exigent des frais de suivi. C'est le cas même pour certaines écoles publiques, où la corruption règne en maître. Moi, je sali des gars. Système vraiment bien. Donc ils allaient empêcher, ils allaient en avancement et à peuple congolais.
C'est un mauvais système qui rétrograde la qualité de l'enseignement de notre pays. C'est pour cette raison que la plupart des ressortissants du cycle humanitaire dans les systèmes éducatifs congolais ont du mal à s'adapter à l'université. La réussite scolaire ne tient plus compte des compétences. Peu importe la qualité, peu importe la capacité, si les instructions ont dit qu'on va payer quel montant, nous les parents on est là pour payer, mais pour dire d'autres choses qui est en dehors de ça, moi je ne sais pas pour là-bas. Cette forme de corruption apprise aux élèves et imposée aux parents doit être réprimée et les auteurs sanctionnés. Prenons à présent la revue de presse avec Fulgence Milaï. Lecture de journaux parus les vendredis 5 mai 2023. Nous lisons l'essentiel de la page numéro 5 du quotidien Econews qui titre « L'équipe du FMI est parvenue à un accord au niveau des services pour la 4e revue du programme des réformes économiques des autorités de la République démocratique du Congo, soutenu par l'accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC. L'économie congolaise fait preuve de résilience avec une croissance du PIB réel de 8,9% en 2022 et anticipée à 6,8% en 2023. De déséquilibres macroéconomiques sont apparus, alimentant les pressions inflationnistes, les conflits à l'Est et les élections à venir compliquent la gestion macroéconomique. Pour assurer la stabilité macroéconomique dans les contextes du conflit armé à l'Est et des risques externes et domestiques grandissants, les autorités congolaises doivent mettre en œuvre un plan d'assainissement budgétaire crédible et une politique monétaire plus restrictive, tout en poursuivant les réformes structurelles de la gestion des finances publiques, des secteurs monétaires et financiers, ainsi que de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Une équipe du Fonds monétaire international FMI, dirigée par Mercedes Vira Martin, a mené des entretiens avec les autorités à Kinshasa du 19 avril au 3 mars 2023 dans les cadres de la 4e revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie des crédits FEC. À l'issue de la mission, Madame Vera Martin a fait la déclaration suivante. Les autorités de la République démocratique du Congo et l'équipe du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques économiques et financières nécessaires à la conclusion de la 4e revue du titre de l'accord soutenu par la FEC sous réserve de l'approbation de la discrétion générale du FMI. L'examen par les conseils d'administration du FMI est prévu pour fin juin 2023. L'achèvement de la revue rendra disponible 152,3 millions de DTS pour les soutiens à la balance des paiements. La mission a rencontré les premiers ministres Jean-Michel Samalukonde Kenge, les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, les vice-premiers ministres, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget Emebodi Sangaré, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, la ministre des Mines Antoine Samba Kalambayi, la gouverneure de la BCC Malango Kabedimbuyi, d'autres hauts fonctionnaires, des partenaires au développement et de représentants du secteur privé et d'organisations de la société civile. Concluons avec les groupes L'Avenir qui écrit à sa page numéro 2 Miguel Cachal, bilan relisant à la tête de l'ARSP. Par devoir de redevabilité, le DG Miguel Cachal Katembe s'est adressé aux entrepreneurs et aux responsables des sociétés principales concernées par la sous-traitance en RDC afin de dresser les bilans des 100 jours depuis qu'il a été porté par le président de la République à la tête de l'autorité de régulation et de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP. Ce bilan est sans conteste plus reluisant. Après avoir mis en perspective la nouvelle vision des ventes désormais réguler les secteurs privés de la sous-traitance, un contrôle va suivre pour garantir que les mesures particulières annoncées sont de stricte application. Devant eux, il a constaté qu'après avoir été reçu par plusieurs membres du gouvernement de la République démocratique du Congo concernés par la sous-traitance pour échanger sur la question, il a réalisé à la fois l'énorme attente des sous-traitants congolais par rapport à la tâche confiée à l'ARSP, mais aussi la nécessité d'impliquer un large éventail des secteurs d'activité de notre pays dans la mise en œuvre et l'accompagnement de la vision du président de la République dans ces secteurs, laquelle consiste à mettre fin à la souffrance des Congolais à laquelle il compatit en activant les mécanismes susceptibles de créer des riches Congolais.
fin de cette lecture de journaux Paris en séjour. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez suivre Ecofin Télévision. Et si vous nous avez pris en cours, voici le rappel du titre. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé jeudi ses journées portes ouvertes sur les nettoyages du fichier électoral. Les membres du gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement ont reçu les assurances de la centrale électorale sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Et puis vous avez suivi dans ces journaux les épreuves de hors-session des examens d'État auront lieu ce lundi 8 mai sur toute l'étendue du territoire national. Les parents approchés ce vendredi ont dénoncé un phénomène appelé frais de suivi. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.